Bonsoir Maître Xavier Autain. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en plateau. Vous êtes l'avocat de Sébastien Coé, dont je rappelle évidemment en préambule, on le disait, qu'il est présumé innocent et que cette enquête ne fait que commencer autour de vous, la bande. Notamment, je salue Jean-Pierre Colombiès qui est là avec nous ce soir, ancien enquêteur de la police judiciaire, Laurent Valdiguier qui est là également, journaliste d'investigation au magazine Marianne, et Guillaume, notre consultant police-justice qui est là. Vous aviez décidé de contre-attaquer hier en déposant une nouvelle plainte, en dénonçant un chantage, je vais le dire avec mes mots à moi, un chantage dont votre client aurait été victime. Le fait qu'il y ait maintenant, non plus une, mais trois plaintes. Deux plaintes supplémentaires, c'est en tout cas confirmé ce soir par le parquet. Qu'est-ce que ça change pour vous? On a déposé plainte la semaine dernière pour faux usage, dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Faux usage parce qu'on a les preuves matérielles, tangibles, de la fausseté d'un certain nombre de choses qui ont été dites ou produite par cette plaignante. Et je ne sais d'ailleurs pas si c'est la dame avec laquelle il y a des contacts. Enfin bon, tout ça n'est pas très clair. Celle dont on parlait à l'instant. Celle dont on parlait à l'instant. Et qui est anonyme ou pas anonyme, enfin, tout ça n'est pas d'une clarté absolue. On a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire dénoncer de faux faits. On a déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds. Et dans ma plainte, dans notre plainte avec Simon Clémenceau, car nous sommes deux avocats, nous avons annoncé dès jeudi qu'il y aurait d'autres plaintes parce que nous savions que dans le cadre de la tentative d'extorsion de fonds, il y avait une montée en puissance avec une volonté d'obtenir des fonds de la part de notre client. On n'est donc pas très surpris qu'aujourd'hui, comme par magie, une autre plainte sorte avec, on peut le craindre, les mêmes incohérences, les mêmes mensonges, les mêmes défauts de preuve que la première. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Par rapport à ce qui vient d'être raconté là par Lisa Adef, ce qui est raconté par la première jeune femme qui accuse Coé, qui a porté plainte contre votre client. Vous vous dites, tout ce qu'elle raconte est faux pour vous? Moi, je dis que cela est faux, que ces accusations sont fausses. Après, on en a saisi le parquet, une enquête préliminaire est ouverte. Une partie des choses qui doivent être dites dans un cadre judiciaire, et vous l'en comprendrez, pas sur un plateau de télé. Mais évidemment, votre client nie, il nie les faits, absolument. Coé nie les faits, mais vous dénoncez, notamment, je reprends vos mots, des incohérences, des contradictions. Incohérences sur quoi? Contradictions sur quoi? Alors pour le coup, là, je ne dévoile rien d'un dossier judiciaire. Il suffit de voir les déclarations successives de cette dame dans la presse, ou sur son compte Twitter, ou votre petit reportage, ou ce qu'elle a dit un peu plus tard chez Monsieur Hanouna, pour voir que ce qu'elle dit, même dans le temps, ne correspond pas, ni dans le temps, ni dans le mode opératoire, ni dans les lieux. Voilà, les incohérences, elles sont la structure même de son témoignage. Voilà. Au-delà du fait que nous avons des éléments concrets à opposer, mais qu'on mettra en jeu dans un cadre judiciaire. Des incohérences sur les faits, sur les dates, surtout. Pour vous, rien ne tient dans ce qui est dénoncé là. Rien ne tient. Il y a, je le disais, ces deux nouvelles plaintes. Est-ce que ce soir, vous savez qui a porté plainte contre votre client à nouveau? Alors vous avez une chance, vous, c'est que le parquet vous parle et communique auprès de vous, alors qu'avec nous, il communique assez peu, le parquet. Oui, sauf que pour tout vous dire, ce soir, nous ne savons pas qui. Voilà. Le parquet nous a confirmé, je vous donne toutes les informations que l'on a, le parquet nous a confirmé qu'il n'y avait pas une, mais trois plaintes, que ces trois plaintes sont désormais centralisées à Paris, si je puis dire, gérées par la brigade des mineurs, parce que Julie, que l'on vient d'entendre, dit qu'elle était mineure au moment des faits qu'elle dénonce, mais c'est tout ce que l'on sait. On ne sait pas qui sont les deux autres. On ne sait pas, on sait que ce sont des plaintes pour viol, agression sexuelle, mais on n'en sait pas plus. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous en savez plus? Alors moi, j'ai lu l'article du Figaro qui parle de trois plaintes, dont deux prises par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Oui. Et dans le même article, la procureure de Bourg-en-Bresse dit qu'elle n'est saisie que d'une plaignante. Donc je vous avouerai que je ne sais pas s'il y en a deux, s'il y en a trois, de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Je me dis qu'on a bien fait de porter plainte pour tentative d'extorsion de fonds. Alors, on va revenir sur cet aspect de tentative d'extorsion de fonds, parce que c'est important. Juste une chose, Jean-Pierre Colombiès. Encore une fois, c'est l'enquêteur de la PJ. Vous avez eu à recueillir ces plaintes-là, ces témoignages-là et ces dénonciations-là. Comment ça se passe quand on a d'abord une personne, puis deux, puis trois? Oui, j'ai eu l'honneur de travailler dans une brigade qui était spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols. Et bien évidemment, le travail des enquêteurs, c'est de recueillir le maximum d'informations, d'abord auprès de la plaignante, pour asseoir, consolider une version potentielle. Il ne s'agit pas de prendre parti. Le travail des enquêteurs n'est pas de prendre parti. Il est simplement, le travail des enquêteurs, c'est celui de détacher le maximum d'éléments pour que la vérité, et seulement la vérité, émerge du travail qui va être ensuite transmis
est porté à l'évaluation du magistrat. Moi, ce que je trouve un peu sidérant dans cette affaire, puis comme dans d'autres d'ailleurs, c'est qu'on ait une sorte de déballage médiatique et qu'on attende que la justice se rende soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux et malheureusement trop souvent sur les plateaux télé, médias on va dire globalement. Je ne fais pas de procès d'intention à qui que ce soit, mais qu'on ait comme ça une sorte d'agora judiciaire qui consiste à vouloir décréter qu'un tel dit la vérité ou pas. On a des plaignants qui ne sont pas encore vraiment des victimes, ne sont même pas du tout des victimes pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de sanction judiciaire. Et je pense qu'il faut être très très prudent avant de s'avancer trop loin dans les hypothèses, parce qu'il y a quand même, je dirais, la liberté et l'intégrité morale des personnes qui peuvent être mises en cause, parfois de façon très très aléatoire. C'est pour ça évidemment qu'on a rappelé la présomption d'innocence depuis le début, bien. Comme on le fait, mieux, oui. et comme on le fait à chaque fois. Mais on ne peut pas faire non plus comme si rien n'existait, comme s'il n'y avait pas eu de plainte, comme s'il n'y avait pas ce témoignage, comme si, par exemple, Énergie, qui a suspendu Coé de son antenne, comme si Énergie n'avait pas lancé d'enquête interne avant même que nous ne parlions de ces affaires-là. Vous comprenez bien que c'est notre métier aussi de parler de ces choses-là, sans préjuger de quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je le fais pour la 3e fois, rappeler la présomption d'innocence. Justement, vous mettez le doigt sur un gros problème, c'est que la plainte, qui l'a lue ? L'avocat de la défense l'a lu, le parquet l'a lu. Même pas. Non, même pas, par définition. Bon. Nous en avons rédigé une. Ça viendra. Mais ça viendra. Oui, ça viendra. Mais le parquet l'a eu entre les mains. Donc seul le parquet aujourd'hui a une vision à peu près, pour l'instant primaire, de l'affaire. Il y a plein de choses qui vont se passer, des expertises psychologiques sur les déclarantes, et puis un travail de confrontation, bien évidemment, qui viendra en son temps, à n'en pas douter. Mais je veux dire, il est surtout important, impératif de ne pas se presser, de ne pas se précipiter dans quelque direction que ce soit. Parce que bien évidemment, il faut assurer la crédibilité. Si c'est crédible, si tout est avéré, il y aura un procès, il y aura une instruction qui peut-être débouchera sur un procès. Là, je m'avance beaucoup, vous avez raison. Mais il y aura une instruction. Donc, moi, je suis un petit peu sur la réserve quand on veut pendre les gens tout de suite. Mais c'est évidemment pas l'intention de qui que ce soit ici. Je reprends vos mots, notamment des mots du communiqué que vous avez publié hier. Vous parlez d'une calomnie orchestrée. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce qui est en train de se produire, encore une fois, non plus une, mais 3 plaintes ce soir, que tout ça pourrait être orchestré? Et si c'est orchestré, merci Christophe, par qui? Alors, Monsieur Barbier, vous aurez noté que si on a déposé plainte, c'est bien parce qu'on n'a pas tout et qu'on souhaite que la justice fasse son travail. Et nous ne sommes pas des enquêteurs. Nous avons des éléments concrets matériels. Là aussi, vous me permettrez de les réserver au parquet et aux enquêteurs, qui nous démontrent qu'il y a effectivement une organisation au vu d'obtenir, sur des dénonciations calomnieuses, la remise de fonds à un moment donné. Mais ça veut dire que avant qu'il y ait ces plaintes, avant qu'il y ait ces témoignages, avant que ça sorte, parce que c'est par exemple l'Obs qui a révélé la semaine dernière la première plainte, avant tout ça, pour parler concrètement, des personnes se sont adressées à votre client en essayant de récupérer de l'argent, en lui disant sinon, il y aura telle ou telle dénonciation. Pour parler clairement des choses. Un avocat doit parfois savoir se taire. Oui, mais pour comprendre, quand vous dites tentative d'extorsion de fonds, c'est bien ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train de fabuler. C'est bien ce que vous êtes en train de dire ce soir. Moi, je vous dis tentative d'extorsion de fonds, et je ne vous en dirai pas plus. Encore une fois, le droit de se taire appartient aussi à l'avocat, et il doit parfois se taire pour laisser l'œuvre judiciaire bien avancée. Mais pour, appuyer ce que vous dites là, cette dénonciation d'une tentative d'extorsion de fonds, votre collègue, Maître Clémenceau, si je me trompe, disait ce matin que, par exemple, ce qu'on avait vu fleurir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de supposés échanges entre la plaignante qu'on entendait tout à l'heure et supposément Coé, tout ça était des montages, c'était bidon. Vous confirmez ça? On a déposé plainte pour faux et usage. Mais le faux et usage, ça cible ça. Ça cible ça notamment, oui, bien sûr. Ça cible ça. Si vous le permettez, j'aimerais juste faire une petite observation. J'ai eu à prendre la plainte il y a quelques années de ça, d'une personne qui déposait plainte pour viol contre une personne qui occupait un certain milieu qui était au premier plan des médias à un moment donné. La plainte qui ensuite a été reprise par un certain média, que je ne nommerai pas, n'avait rien à voir avec celle que j'avais prise. Donc, moi, je me méfie toujours des interférences, si vous voulez, entre l'acte judiciaire en lui-même et ce qui peut en être fait au niveau de certaines personnes, tout simplement. Guillaume. Sur cette affaire, il faut, je pense, encore une fois, être extrêmement mesuré, extrêmement prudent. J'entendais que vous disiez,
après avoir dit que vous avanciez un peu que peut-être il y aurait procès, etc. Qu'en sait-on Peut-être. Peut-être. Et encore, dans ces affaires, la difficulté, quand il y a des accusations de viol, c'est de prouver d'abord la matérialité d'un rapport sexuel, ensuite le vice du consentement. Et très souvent, quand ces faits-là se déroulent dans un lieu clos où ne sont présents que ceux qui sont partis à l'affaire, c'est extrêmement difficile de prouver cela. Et c'est pour ça que dans nombreux cas, on part en non-lieu, en absence de poursuite, parce qu'il est très très difficile de prouver. Et à la fin, qu'est-ce qui reste ? Il reste une plaignante qui pourra dire ou qui dira que il n'y a pas de vérité judiciaire, ou qu'en tout cas elle n'est pas reconnue en tant que victime. Il y a une personne qui a été mise en cause, si tant est qu'elle soit mise en examen, qui va dire qu'elle aurait été blanchie par finalement l'absence de poursuite ou un non-lieu, et qui vivra avec un préjudice qui est un préjudice réputationnel. Donc en fait, tout le monde est mécontent, et donc c'est toute la difficulté pour la justice d'avancer. Donc là, effectivement, il va falloir observer comment la brigade de protection des mineurs travaille, à quel moment il y aura audition, sous quel statut. Est-ce que M. Coé va être placé en garde à vue? Est-ce qu'après il sera poursuivi, mis en examen? On n'en sait strictement rien. Est-ce qu'il y aura une confrontation? Peut-être. Qu'est-ce qu'il en résultera? Enfin, tout cela est un temps long. C'est un temps judiciaire qui est un temps long. Alors, certes, l'opinion veut des réponses assez immédiates. Les victimes, évidemment, elles se déclarent comme telles. Donc, elles veulent aussi une réponse immédiate. Et peut-être, mais ça, c'est à vous de le dire, que votre client veut aussi une réponse immédiate. Je ne sais pas. L'une des raisons pour lesquelles on a déposé plainte, c'est parce qu'on veut une réponse et mettre à jour, sur la base des éléments concrets, matériels qu'on a, mettre à jour le stratagème qui a été mis en œuvre aux fins d'extorquer des fonds à mon client. Vous dites stratagème, si j'emploie un mot plus commun, un complot. Est-ce que vous imaginez un complot? Ouais, alors le mot complot est très teinté, hein, nous mais en sommes d'accord. Mais en tout cas, quelque chose d'orchestré, de concerté, d'organisé, de concerté, d'organisé dans le temps, avec une montée en puissance. Oui, c'est ce que nous avons identifié, mais notre pouvoir d'investigation est par définition limité, et il appartient donc à l'appareil judiciaire, à qui nous avons donné la main. L'enquête préliminaire, elle débute. Orchestration dont les plaignantes ne pourraient être que des rouages, des instrumentistes, et où il y aurait au-dessus quelqu'un qui les pilote, qui les manipule? Peut-être. Je n'exclus pas. Peut-être. Je ne vous dirai pas. Moi, je sais des choses, mais encore une fois, c'est pas forcément le lieu pour les exprimer. Laurent. Oui. Depuis la libération de la parole des femmes, le phénomène MeToo, il y a une trentaine de personnalités de la politique, des médias, du cinéma qui ont été sous l'œil du cyclone, en tout cas ciblés par des femmes qui ont dit qu'ils avaient abusé d'elles, il y a longtemps souvent, ou pas longtemps. Tous, à peu près tous, je regardais la liste, à peu près tous ont commencé par déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Pourquoi? Parce que la dénonciation calomnieuse, ça a aussi un gros avantage, c'est que ça permet de dire c'est faux, on saisit la justice, avec la certitude que de toute façon, il n'y aura pas de procès de dénonciation calomnieuse après l'éventuelle résolution de l'affaire. Donc c'est toujours du temps long, la dénonciation calomnieuse. Là, la difficulté... Alors Maître Autain, il a le mérite d'être là, puisque Maître Autain, il vient affronter ça en l'expliquant. En général, c'est des communiqués qui annoncent des dénonciations calomnieuses, c'est tout. L'originalité de la situation actuelle, c'est qu'ils déposent plainte pour extorsion de fonds. Tentative d'extorsion. Tentative. N'a pas fonctionné. Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir des éléments matériels qui permettront d'établir qu'en amont des plaintes, parce qu'aussi l'autre inconnu de ce soir, c'est qu'on ne sait rien des deux autres plaignantes. Hein. Absolument. Le parquet dit que autant tout ce que dit Maître Autain jusqu'à présent, ça tient avec une victime, des faits, une série, autant s'il y en a trois, dont deux autres dont vous ne savez rien, c'est plus difficile de dire dès ce soir, on est victime d'un complot de 3 personnes, dont 2 vous ne savez rien. Donc c'est ça la difficulté. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Maître Autain? Je vous dis qu'on a bien fait de déposer plainte pour tentative d'extorsion de fonds, puisque quand on dépose plainte jeudi dernier, on indique, par les éléments matériels qu'on a, qu'on sait que la montée en puissance va continuer avec d'arriver d'autres fausses plaintes. Donc vous anticipiez ce qui va arriver. Bien évidemment. Vous parlez de fausses plaintes. Et une des raisons pour lesquelles on anticipait ça, c'est qu'on voulait que la réaction judiciaire, et pas simplement médiatique, soit à la hauteur du danger dans lequel notre client est. Car notre client est dans une situation très dangereuse. Il est accusé de choses très graves qu'il n'a pas commises et pour lequel la réponse judiciaire va mettre du temps, là où la réponse médiatique l'a déjà condamné pour partie.
Il y a une chose, on parlait tout à l'heure de la suite de l'enquête, d'éventuelles confrontations, etc., qui pourraient arriver en fonction des décisions qui seront prises et par le parquet et éventuellement par des juges d'instruction, etc. Il y a une question toute bête qui va être posée à votre client. C'est quel était le lien qu'il pouvait avoir entre lui, la première plaignante que l'on vient de voir là, qui s'appelait Julie, et les autres plaignantes. Est-ce qu'il les connaissait tout simplement? Il y répondra devant le juge ou devant les policiers. Vous ne répondez pas à la question aujourd'hui? Non. Pourquoi vous ne voulez pas répondre à cette question-là pour l'instant? Parce que je considère que ce n'est pas le lieu. Je considère qu'il y a un cadre judiciaire, une enquête qui est confiée à la brigade des mineurs sur les plaintes, une enquête qui est confiée à un autre service policier sur la tentative d'extorsion de fonds, et que ce sont ces services policiers qui vont enquêter, et qu'on ne peut pas tout dévoiler. Heureusement, on ne peut pas être dans une transparence absolue. Ce serait dangereux pour le bon déroulement de l'appareil judiciaire. C'est une question qui va se poser très rapidement. Bien sûr. Et c'est une question dont la réponse ne présage en rien de ce qui a pu se passer ou pas. Oui, je sais, mais je considère, moi, dans ma défense, à l'inverse de peut-être d'autres, je considère, moi, dans la défense que je conseille à M. Coé, que ce débat-là doit rester dans le secret de l'enquête, de l'instruction s'il y en a une, mais je ne suis pas sûr qu'il y en aura une, parce qu'on apportera, je crois, assez d'éléments pour démontrer l'absence de sérieux des plaintes qui ont été déposées. Vous imaginez que ce sera classé sans suite bien avant? Je pense que ça peut l'être. Ça l'a été pour le youtubeur Norman, par exemple. Dans ce cas, d'ailleurs, c'était la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire parisienne qui a enquêté. La même brigade. La même, avec des enquêteurs très expérimentés dans ce type d'affaires. Oui, il n'y a pas d'instruction. Il faut expliquer une chose d'ailleurs, qui n'est pas un point de détail, mais que forcément ceux qui nous regardent qui nous regardent ce soir, n'ont pas forcément en tête, Guillaume. C'est que si c'est la brigade des mineurs qui enquête, c'est parce que une des plaignantes, pas forcément les trois, une des plaignantes dit qu'elle était mineure au moment des faits. Oui, et parce que d'abord tout a été centralisé au parquet de Paris, puisqu'il y a eu un dépaysement, puisqu'il y a, je crois, deux plaignantes qui relevaient au départ de Bourg-en-Bresse. Bon. Et donc le parquet de Paris qui travaille, qui dirige l'enquête d'enquêteurs parisiens, c'est évidemment plus pratique. Plus cohérent, et puis vous avez à la brigade des mineurs des gens qui sont très expérimentés et qui surtout savent traiter de dossiers très médiatisés. J'évoquais la question du youtubeur Norman, mais c'est eux qui ont travaillé sur une affaire terrible qui est l'affaire Boutier, pour laquelle il y aura très vraisemblablement un procès. Et donc quand il y a des affaires qui sont des affaires très sensibles, très médiatiques, avec des personnalités exposées médiatiquement et plusieurs plaignants, plusieurs plaignantes, ils savent faire. Après, quand il y a une vérité qui émerge judiciaire ou alors qu'il y a une absence de poursuite, j'évoquais le cas du youtubeur Norman, encore dans le débat public, vous avez des personnes qui peuvent contester cela, mais le travail, en tout cas d'investigation, j'évoquais le cas de ce youtubeur, il a été mené, et sérieusement mené par des professionnels. Il est mené à charge et à décharge, et puis si la défense alors il n'y a pas d'instruction, vous n'avez pas demandé des actes, mais en tout cas, si vous voulez orienter aussi les investigations et suggérer des pistes aux enquêteurs, évidemment que vous pouvez le faire. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, c'est pas un système accusatoire, et heureusement que les enquêteurs regardent et étudient différentes pistes. Donc si l'extorsion de fonds, la tentative d'extorsion de fonds devait être une piste à envisager, les enquêteurs seraient là pour regarder. Florent, je vous donne la parole dans une seconde. Évidemment, vous êtes entouré ce soir, maître, de journalistes, d'anciens de la PJ, d'avocats, de spécialistes, etc. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions ce soir. Dans l'article de la semaine dernière, l'article d'Emmanuel Anison dans l'Obs, qui révèle au grand public l'existence de la première plainte, il est aussi question d'autres témoignages qui racontent une ambiance de travail dans la société dirigée par Coé, avec un comportement qui est décrit comme très très limite de sa part par d'anciennes salariées, d'anciennes stagiaires, etc. Ça, il le conteste aussi formellement, Coé, aujourd'hui? Alors ça, je suis pas sûr que ça relève du pénal. Je crois que ça relèverait peut-être du prud'homme, éventuellement. Je n'ai pas compétence en cette matière. Et je ne crois pas qu'il y ait la moindre poursuite prud'homale ou action prud'homale qui ait été mise en œuvre. Donc après, à un moment donné, un journaliste, parce qu'il a envie de nourrir son papier, aille chercher des choses, les fasse un peu mousser et les présente avec un effet de masse, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Voilà. Il y avait 6 personnes qui témoignaient de manière anonyme. Dont j'ai cru comprendre une dame qui était à l'accueil et qui disait qu'elle avait reçu des bouquets de fleurs et que comme elle avait refusé de déjeuner avec mon client, elle avait été licenciée.
comme il n'avait pas ce pouvoir-là, puisqu'il est d'une société extérieure à la société de radio, voilà, ça me semble... Vous voyez, c'est des bouts de ficelle qu'on raccommode les uns avec les autres et qui, à un moment donné, ont pour simple but de donner de l'espace à un article qui n'en aurait pas sinon. Je vous demanderai dans un instant quelle a été aujourd'hui la réaction de notre client et ce soir, quand il a découvert ces deux nouvelles plaintes, mais je vous donne la parole, Maître Roas. Oui, moi, il y a quelque chose qui me dérange dans toutes ces affaires, et je le dis à chaque fois, c'est qu'on répète la présomption d'innocence, mais finalement, pourquoi M. Coé est suspendu de ses fonctions à la télé? Je veux dire, on l'a vu dans à la radio, pardon. On l'a vu notamment, voyez, dans l'affaire Harry Habitant. Il sortait à l'époque, il faisait la promotion, vous savez, du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 3. C'était numéro 2 ou 3. Il a été complètement blacklisté. On l'a vu avec Benjamin Mendy, le footballeur. Je veux dire... le corollaire de cette présomption d'innocence voudrait que ces gens continuent à travailler pendant que l'enquête suit son cours. J'imagine que mon confrère, et c'est une question que je vais lui poser, il a demandé à ce que, assez rapidement, son client soit entendu par les services de police. Parce qu'il a tout à fait intérêt à être entendu le plus rapidement possible pour s'expliquer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes clients quand je suis confronté à des affaires similaires. C'est ça. On a pris contact avec le TJ de Bourg-en-Bresse, mais c'est plus le bon interlocuteur. Ouais. Donc on apprend aujourd'hui que c'est Paris, donc on va bien évidemment faire ça. Concernant Énergie, Énergie suspend Coé, mais suspend Coé en accord avec Coé, parce que je crois qu'à un moment donné, il s'en prend tellement dans la figure qu'il a besoin aussi de se poser. Et que je ne suis pas sûr qu'il ferait bien son métier avec toute la pression qui lui est imposée. Donc, n'antagonisons pas forcément Énergie et Coé. Il reviendra, peut-être rapidement. Il veut revenir ? Il faut qu'il encaisse d'abord le coup, et puis une fois qu'il aura encaissé et qu'on aura mis en place la défense, l'accusation contre ceux qui entendent lui faire subir une extorsion de fonds, à ce moment-là, peut-être qu'il pourra revenir. Une fois qu'il sera un peu apaisé, c'est difficile. Hein. Enfin, vous le savez, vous savez le battage médiatique que cela implique, vous savez la mise en cause, il est accusé de crime. Ouais, oui. Donc, c'est compliqué, il se prend ça dans la figure, il est abasourdi à un moment donné. Donc, est-ce que quand on est abasourdi, on fait bien son métier au quotidien? Je ne sais pas forcément. Comment est-ce qu'il a réagi? Quels ont été ses mots ce soir quand il a découvert ces deux autres plaintes? Je crois qu'il est incrédule. Il est incrédule, mais encore une fois, depuis la semaine dernière, on sait, on a compris par les éléments dont on dispose, on a compris que ça n'allait pas s'arrêter là. D'accord ? Donc voilà, et nous on l'a préparé en disant attention, le battage médiatique va peut-être prendre encore de l'ampleur et nous risquons d'avoir d'autres accusations aussi fantaisistes et mensongères que la première. Bon ben voilà. D'ailleurs, je ne sais pas, enfin, il est dit 3 plaignantes et à la fois 2 plaignantes au TJ de Bourg-en-Bresse, et quand vous entendez la procureure, elle ne parle que... Sauf que les mots de la procureure étaient au moment où la première plainte a été déposée, où elle même disait il y a eu une plainte. Voilà. Visiblement, après cette première plainte, il y en a une deuxième à Bourg-en-Bresse et en parallèle une troisième à Paris. C'est ce que l'on comprend ce soir du déroulé des événements de ces derniers jours, même pas dernières semaines, de ces derniers jours. Voilà, il y a ces 3 plaintes. Christophe, vous vouliez réagir ? Oui, mais c'est vrai que depuis le surgissement du phénomène MeToo, on a eu, au-delà des instructions complexes et du fait que la présomption d'innocence était parfois foulée aux pieds, on a eu l'impression qu'il y avait un tohu-bohu à charge contre les accusés. Ils étaient accusés, donc ils étaient coupables. Et la plaignante avait forcément raison. Et un certain néo-féminisme a instrumentalisé cela. Et en effet, des tas d'affaires, vous avez cité Benjamin Mendy, on pourrait citer Éric Brion, ont montré que quand la vérité judiciaire arrive et qu'il y a non-lieu ou acquittement, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au début du ressac, du mouvement de balancier qui créerait l'inverse, c'est-à-dire un tohu-bohu qui soit pour dire oui mais forcément puisqu'elle est plaignante tellement, puisqu'il y a eu des affaires où c'était faux, où elle n'a pas les moyens de prouver, voilà. Alors je dis pas que c'est le cas dans cette affaire, mais attention à ce mouvement de balancier des opinions qui après s'être repu de ces repas d'ogre où on dévorait des accusés qui étaient de toute façon détruits dans leur réputation, voire dans leur profession. Maintenant, eh bien cet ogre qui est l'opinion va se dire on va se repaître de celles qui accusent un peu trop vite et on va leur faire un sort. Un peu comme si on importait le phénomène Johnny Depp. Johnny Depp a été relaxé, il était peut-être parfaitement innocent, mais on sait que dans la mécanique de cette victoire judiciaire pour lui, il y a eu l'importance du tohu-bohu autour de ce cas. Notamment ce que les réseaux sociaux ont fait résonner aux États-Unis, qui finalement a dû influencer aussi ceux qui ont jugé. Et alors, si on engage notre société maintenant dans un mouvement de balancier où pendant X années, c'est à la charge des accusés condamnés d'avance, et puis après X années dans le discrédit des plaignantes discréditées d'avance, ça va pas être très serein. Le ressac, Laurent Valdiguier. Depuis qu'on a commencé l'émission, il y a eu 2 viols en France.
Il y en a un toutes les 20 minutes. Il y a une agression sexuelle toutes les 5 minutes. Et combien de condamnations? C'est une criminalité de masse. Et combien de condamnations? Ben oui, mais ça c'est autre chose. C'est compliqué. Parce que c'est vrai que les policiers... Alors la brigade des mineurs de Paris, c'est le top du top pour enquêter là-dessus. Parce que c'est des histoires, surtout quand elles sont anciennes, extrêmement complexes à investiguer par définition. Les policiers, ils sont pas là en flagrant délit. Ils n'ont pas tous les éléments dans un parking ou dans une chambre à coucher. Donc c'est des dossiers difficiles. C'est des dossiers difficiles pour lesquels, pendant des années, la police et la justice n'ont pas été outillés. Il suffit d'avoir assisté une fois dans sa vie à un procès pour viol pour se rendre compte à quel point c'est un cauchemar pour la victime, en premier, pour la plaignante, disons. Donc on n'a pas pris encore la mesure de tout ça. Alors peut-être, oui, il y a une trentaine d'affaires médiatisées. Il n'y en a pas plus. Il y en a une trentaine d'affaires. C'est pas par rapport à ce contentieux général, ça reste homéopathique. Alors oui, d'être jugé aux assises, il faut probablement qu'il y ait beaucoup plus de policiers en charge de ça pour que ça aille plus vite. Et il faut probablement que les policiers soient mieux formés à ces questions-là. Et alors ils le sont, parce qu'il y a plein de paradoxes quand vous prenez une histoire de viol. Plein de paradoxes. Il y a plein de fausses choses qu'il faut balayer, qu'il faut pas. Les policiers de la brigade des mineurs, ils sont très formés à ça. Mais c'est vrai que la justice, les assises, elles sont encombrées, c'est très long, c'est mal foutu. Et c'est vrai qu'on est face à une telle criminalité de masse. C'est l'équivalent de l'infraction routière des années 70. Bon, et ça, il faudrait le prendre en compte. On n'en est pas là. Jean-Pierre, je sais que vous voulez réagir, vous le pourrez dans un instant. Simplement, on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit de votre client, maître, ce soir. Quand on va voir sur ses réseaux, il semble vouloir montrer une certaine sérénité. En tout cas, quelque chose d'apaisé. Je crois comme il n'a rien fait, il sait que l'ouragan médiatique va passer, mais qu'à la fin, lui sera encore debout. Et pour rebondir sur ce que disaient M. Barbier et M. Valdiguier, je crois que le danger de ces plaintes mensongères, comme celle dont mon client est victime, c'est qu'elles vont effectivement décrédibiliser la parole de plein de femmes qui ont besoin d'être crues. Et que c'est extrêmement dangereux ce que font là ceux qui veulent lui extorquer des fonds, c'est que l'atteinte qu'il porte à la parole des victimes, des plaignantes, cette atteinte va durablement, à mon avis, poser des problèmes. Sauf qu'en disant plainte mensongère, ce soir, vous vous exposez aussi, de fait, à une autre réponse judiciaire de la part de celle qui attaque votre client aujourd'hui. Aucune difficulté à ça. Vous prenez ce risque-là? Tout à fait. Sûr de vous, vous prenez ce risque-là? Absolument. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Jean-Pierre Colombiès? Concrètement, comment dire, dans une enquête comme celle-là, encore une fois, que vous avez eu l'habitude de mener, les prochaines étapes, c'est quoi? Je peux réagir quand même. Allez-y, oui, vous avez raison. Vous avez été quasiment mise en cause par Laurent Valdiguier. Pas qu'un peu d'ailleurs, pas personnellement, j'entends bien. C'est l'institution qui a été mise sous le feu. J'ai une réponse à faire qui est très simple, c'est qu'on n'a tout simplement pas donné la priorité à ce genre d'enquête. C'est vrai que les unités comme la brigade des mineurs, il n'y a rien à dire, ils sont rompus à ce genre d'exercice, mais il n'y a pas que des mineurs. Il y a aussi des affaires de majeurs, mais il n'y a pas suffisamment de brigades spécialisées. Moi, j'étais au sein de la brigade que j'évoquais au début du plateau. Il faut savoir que cette brigade a été supprimée du jour au lendemain par décision politique de mise en place d'un nouveau dispositif sur le secteur marseillais en l'occurrence. Donc du jour au lendemain, il n'y a plus de brigade spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols. Et c'est bien dommage, parce que nous avions une certaine expérience. On n'était pas des surdoués de la PJ, mais nous avions l'expérience des dites procédures. Et il faut aussi connaître un petit peu la vie, ce qui rend les policiers plus efficaces, en tout cas les enquêteurs plus efficaces dans ce domaine très compliqué. Très compliqué. D'un mot la suite, là. Des investigations, des recoupements. Le magistrat va certainement recouper toutes les affaires. Je suppose que ça va être fait, très certainement. Auditions. Et puis, oui, j'ai le sentiment quand même qu'on pourra difficilement jouer l'évitement pour une confrontation qui sera nécessaire, même peut-être, probablement, pour votre client. Votre client souhaite être confronté le plus rapidement possible, justement, à celle qu'il accuse? Je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec lui. D'accord. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je pense que ce sera indispensable dès lors que, de toute façon, nous sommes mis en cause. Mais accusateurs aussi. Oui, de dénonciation calomnieuse, de tentative d'extorsion de fonds. Mais il faut aussi que l'enquête, on ait tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Cela sous-entend la pluralité des auteurs. Donc il faut aussi que des investigations avancent vite. On a déjà une enquête préliminaire d'ouverte, donc nous, on est assez contents de ça. Avance vite pour aller chercher et puis mettre un terme aussi à ce qui est en train de se dévider. L'entreprise délinquante qui est en train de se mettre en œuvre. Mais ce que vous décrivez là, c'est une enquête qui va durer des semaines, des mois,
vraisemblablement. On peut le penser. Aujourd'hui, Coé n'est plus à l'antenne d'Énergie. Il ne peut plus exercer son métier. Vous le disiez, en partie parce qu'il l'a souhaité aussi être sorti de l'antenne pour plus de sérénité. Est-ce qu'il est prêt à quitter l'antenne pendant des mois et des mois, ou est-ce qu'il dit mais je ne peux pas attendre la fin de ces investigations pour revenir. Il va falloir que je revienne avant. Le temps judiciaire n'est pas compatible avec la vraie vie. Nous le savons. D'accord ? Donc il faut bien qu'à un moment donné, la vraie vie reprenne ses droits. Donc revenir plus vite que l'investigation. Si l'on veut rester dans la présomption d'innocence ou la suspension parce qu'il y a une suspicion, ça veut dire qu'on va attendre quoi ? Un classement sans suite, puis une plainte avec constitution de partie civile, des années d'instruction, une ordonnance de non-lieu, un appel de cette ordonnance de non-lieu. On est parti pour quoi ? 3, 4, 5 ans ? Et donc, mon client va attendre 5 ans que justice se passe. C'est pas possible. C'est humainement pas possible. Donc, heureusement, le temps médiatique, l'ouragan médiatique étant passé, je pense que la vie reprendra ses droits. Bon, merci Maître Autain, merci beaucoup d'avoir accepté ce dialogue ce soir